Le 12 juin 1896, dans la communauté agricole rurale du comté de Lancaster, en Pennsylvanie, Mary Kellerman se tenait devant l'autel de l'église luthérienne Saint-Michel dans sa robe de mariée, échangeant ses vœux avec William Schneider. Ce qui se passa dans les heures qui suivirent cette cérémonie allait remettre en question tout ce que la communauté médicale comprenait sur la frontière entre la vie et la mort. 3 jours plus tard, le 15 juin, Mary Kellerman assisterait à ses propres funérailles dans cette même église, un fait documenté dans des archives qui existent encore aux archives de l'État de Pennsylvanie, un cas qui défie toute explication rationnelle, même aujourd'hui. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. Au printemps de 1896, Mary Kellerman avait 23 ans. Elle était la fille aînée de Johann et Margaret Kellerman, des immigrants allemands qui avaient établi leur ferme dans le comté de Lancaster 2 décennies plus tôt, se construisant une vie sur la riche terre de Pennsylvanie grâce à leur détermination et au soutien de leur communauté luthérienne très soudée. Elle avait grandi au rythme de la vie à la ferme, son enfance marquée par les messes du dimanche à Saint-Michel, les fêtes des moissons et le cycle immuable des saisons qui régissaient tout dans leur monde. Ses fiançailles avec William Schneider avaient été annoncées le Noël précédent, une union qui plaisait aux deux familles, car William était connu dans toute la communauté comme un charpentier talentueux, dont le savoir-faire était visible dans la nouvelle grange qu'il avait construite pour la famille Hoffman et dans les boiseries complexes de l'hôtel rénové de l'église. Leur fréquentation avait été convenable et traditionnelle, menée sous le regard vigilant des deux familles, avec des promenades le dimanche après-midi et des rencontres sociales soigneusement chaperonnées lors d'événements communautaires, exactement comme l'exigeaient leurs traditions luthériennes allemandes. Les préparatifs du mariage avaient occupé la maison des Kellerman pendant des mois. Margaret et ses filles cousaient la robe de mariée de Mary dans une soie couleur crème que Johann avait achetée à un marchand de Philadelphie, une rare extravagance qui démontrait la fierté et la joie de la famille pour le mariage de leur fille aînée. La communauté s'était mobilisée pour les préparatifs, comme toujours. Les voisines apportaient leurs spécialités culinaires pour le festin de noces, les hommes arrangeaient l'église et préparaient la ferme des Kellerman pour la célébration qui suivrait la cérémonie, créant ce sentiment de participation collective qui définissait leur petite communauté agricole. Parmi ceux qui témoigneraient plus tard des événements impossibles se trouvait le révérend Friedrich Müller, qui avait baptisé Mary alors qu'elle n'était qu'un bébé et qui allait célébrer son mariage. Le docteur Hermann Weiss, le médecin formé en Allemagne qui soignait la communauté depuis 15 ans et dont les références médicales étaient impeccables. Sarah Hoffman, l'amie la plus proche de Mary depuis l'enfance, qui était sa demoiselle d'honneur, et Thomas Brenner, le beau-frère de William, qui avait aidé à organiser la célébration du mariage et dont le témoignage se révélerait particulièrement important dans les jours à venir. Tout dans la vie de Mary, avant ce matin de juin, suggérait la normalité, le bonheur et la promesse d'un avenir rempli des mêmes certitudes simples qui avaient régi la vie de ses parents. Elle était en bonne santé, pleine de vie, décrite par ceux qui la connaissaient comme ayant une nature douce et un sourire facile, sans antécédents de maladie au-delà des maux courants de l'enfance. La date du mariage avait été fixée au 12 juin, un jeudi choisi pour son temps favorable et l'achèvement des semailles de printemps, permettant à la communauté agricole de se réunir sans négliger leurs champs. Personne, ni sa famille, ni William, ni le docteur Weiss, avec toute sa formation médicale,
n'aurait pu anticiper ce qui se passerait lorsque Mary se tiendrait devant cet autel, ou l'horreur qui se déroulerait dans les 72 heures qui suivirent. Le matin du 12 juin 1896 se leva clair et chaud, avec le genre de temps parfait qui semblait bénir l'union de Mary Kellerman et William Schneider. À 10 heures ce matin-là, l'église luthérienne Saint-Michel était remplie des membres de la communauté agricole, vêtus de leurs plus beaux habits du dimanche, impeccablement repassés, tandis que le révérend Müller célébrait la cérémonie avec la même dignité solennelle qu'il apportait à tous les sacrements dont il avait la charge. Mary paraissait radieuse dans sa robe de soie crème, les joues empourprées de ce que tout le monde supposa être l'excitation naturelle d'une mariée. Ses réponses aux vœux de mariage étaient claires et assurées, et William lui passa la simple alliance en or au doigt à exactement 10h43 du matin selon les registres de l'Église, scellant un mariage qui ne durerait que quelques heures avant que la tragédie ne frappe. La cérémonie se conclut sans incident, et le cortège nuptial se dirigea vers la ferme des Kellerman, où des tables avaient été dressées dans la cour, chargées des plats traditionnels allemands qui marquaient chaque occasion importante dans leur communauté. Pendant les 2 premières heures de la réception, tout se déroula exactement comme les mariages s'étaient déroulés dans le comté de Lancaster depuis des générations. Mais vers 2h15 de l'après-midi, Sarah Hoffman remarqua que Mary était devenue plus silencieuse qu'on ne pouvait s'y attendre pour une nouvelle mariée, assise plutôt que de se mêler aux invités. Lorsque Sarah s'approcha de son amie, Mary mentionna se sentir légèrement étourdie, attribuant cela à l'excitation et à la chaleur de la journée, une explication raisonnable que personne ne contesta à ce moment-là. Cependant, en 30 minutes, l'état de Mary s'était notablement détérioré. Son visage perdit sa couleur jusqu'à ce que son teint parût presque translucide, et elle se plaignit à William d'une difficulté à respirer, décrivant une sensation d'oppression dans la poitrine qui rendait chaque souffle laborieux et insuffisant. Plusieurs des femmes plus âgées, expérimentées dans le soin des malades, suggérèrent qu'elle aille s'allonger à l'intérieur, à l'abri du soleil de l'après-midi, mais avant qu'elle ne puisse l'aider à entrer dans la maison, les symptômes de Mary s'aggravèrent avec une rapidité terrifiante. Sa respiration devint superficielle et rapide, ses lèvres prirent une teinte bleutée qui alarma immédiatement ceux qui se trouvaient près d'elle, et elle agrippa le bras de William avec ce que les témoins décrivirent plus tard comme une force désespérée. Ses yeux écarquillés par une peur qui suggérait qu'elle comprenait que quelque chose de terrible arrivait à son corps. À exactement 3h47 de l'après-midi, selon la montre de poche de Thomas Brenner, qu'il consulta dans le chaos qui suivit, Mary Kellerman s'effondra complètement. Son corps se raidit avant de devenir flasque dans les bras de William. Ses yeux se révulsèrent jusqu'à ce que seul le blanc soit visible, une scène qui fit crier plusieurs femmes et accourir tous les hommes présents à la réception. William déposa sa jeune épouse sur le sol, tandis que Johann Kellerman criait à quelqu'un d'aller chercher le docteur Weiss, et les femmes commencèrent les tentatives frénétiques de réanimation que leur savoir populaire leur dictait. Elles desserrèrent la robe de Mary, éventèrent son visage, l'appelèrent par son nom avec un désespoir croissant, mais Mary restait totalement inerte, son corps flasque et se refroidissant, sa poitrine ne montrant aucun signe de respiration, alors que la célébration de mariage se transformait en une scène d'horreur absolue sous le soleil de l'après-midi en Pennsylvanie. Le docteur Hermann Weiss arriva à la ferme des Kellerman moins de 20 minutes après avoir été appelé, sa mallette de médecin à la main, son visage trahissant l'urgence qu'il ressentait en apprenant qu'une jeune femme en bonne santé s'était effondrée à sa propre réception de mariage. Il s'agenouilla immédiatement à côté de la forme inerte de Mary, qui gisait dans l'herbe, entourée d'invités horrifiés qui reculèrent pour laisser le médecin travailler.
Son examen fut minutieux et méthodique. Mené avec la précision que sa formation à l'université de Heidelberg lui avait inculquée, et ce qu'il découvrit glaça son sang-froid professionnel d'une manière à laquelle 15 ans de pratique rurale ne l'avaient jamais tout à fait préparé. Il pressa ses doigts sur le poignet de Mary, cherchant le moindre frémissement de pouls dans l'artère radiale, puis se déplaça vers son cou, où la carotide aurait dû montrer le battement puissant du cœur d'une jeune femme. Mais il n'y avait rien, aucun mouvement, aucun rythme, seulement l'immobilité terrible d'une circulation absente. Il plaça son oreille directement contre sa poitrine, écoutant le moindre son d'activité cardiaque ou d'effort respiratoire, retenant son propre souffle pour éliminer toute interférence. Mais il n'entendit que le silence, là où aurait dû résonner la percussion régulière de la vie. Ses pupilles, lorsqu'il souleva ses paupières, étaient fixes et dilatées, ne réagissant pas à la vive lumière du soleil de juin qui aurait dû les faire se contracter, un signe définitif que le cerveau avait cessé de fonctionner. Il vérifia toute trace de respiration en tenant un petit miroir sous ses narines, une vieille technique qui révélerait même la plus faible expiration, mais le verre resta clair et sans buée. À 4h23 de l'après-midi, exactement 36 minutes après son effondrement, le docteur Weiss se leva et prononça le verdict qui transforma Mary Kellerman de mariée en cadavre, informant les témoins rassemblés qu'elle était morte. Probablement d'une insuffisance cardiaque catastrophique ou d'une hémorragie cérébrale massive, des conditions qui pouvaient frapper sans avertissement même chez une personne apparemment en bonne santé, bien qu'une mort aussi soudaine chez une jeune femme fût extrêmement rare et profondément troublante pour sa compréhension médicale. Les cris de chagrin qui éclatèrent de la part de Margaret Kellerman furent décrits par les personnes présentes comme presque inhumains, le hurlement primal d'une mère qui avait vu sa fille échanger ses vœux de mariage quelques heures auparavant et qui faisait maintenant face à sa mort, tandis que William Schneider se tenait paralysé par le choc, incapable de comprendre comment il était devenu à la fois mari et veuf en un seul après-midi. Les femmes de la communauté, se remettant de leur choc initial, commencèrent les sombres préparatifs exigés par la coutume, transportant le corps de Mary dans le salon de la ferme où elle le louerait et l'habillerait pour l'enterrement, tandis que le docteur Weiss retournait à son cabinet pour remplir le certificat de décès qui enregistrerait officiellement la mort de Mary Kellerman, documentant la date, l'heure et sa conclusion professionnelle sur la cause, apposant sa signature sur un document légal qui deviendrait plus tard une pièce à conviction dans l'un des cas médicaux les plus troublants de l'histoire de la Pennsylvanie. Le corps de Mary Kellerman fut transporté dans le salon de la ferme et déposé sur la lourde table en chêne qui avait servi à la famille pour les dîners du dimanche et les rassemblements de fête. Elle était maintenant drapée de lin blanc et transformée en catafalque où son corps resterait pour la traditionnelle veillée funèbre de 3 jours que la tradition luthérienne allemande exigeait avant l'enterrement. Les femmes qui préparèrent son corps pour l'exposition accomplirent leur sombre devoir avec une efficacité routinière, lavant ses membres avec de l'eau parfumée à la lavande, l'habillant d'une robe mortuaire blanche que Margaret conservait dans un coffre en cèdre depuis des décennies, peignant ses cheveux sombres et les arrangeant autour de ses épaules dans le style seyant à une femme non mariée, bien que l'alliance en or à son doigt témoignât de ses brèves heures en tant qu'épouse. Le salon fut préparé selon les coutumes qui régissaient la mort dans la Pennsylvanie rurale. Tous les miroirs furent recouverts d'un drap noir pour empêcher l'esprit de la défunte de s'y retrouver piégé. Des bougies furent placées à la tête et aux pieds du catafalque improvisé, leurs flammes projetant des ombres qui dansaient sur le visage pâle de Mary toute la nuit, et les fenêtres furent ouvertes, malgré la chaleur de juin, pour permettre à son âme de s'élever vers le ciel.
La nouvelle de la tragédie se répandit rapidement dans les communautés agricoles du comté de Lancaster et, le soir du 12 juin, un flot continu de visiteurs commença à arriver à la ferme des Kellerman pour présenter leurs condoléances. Leurs voix basses et leurs prières chuchotées emplissaient des pièces qui avaient résonné de célébration quelques heures auparavant, les décorations de mariage encore suspendues, formant un contraste grotesque avec la scène de deuil. William Schneider maintint une veillée quasi constante auprès de sa jeune épouse, assis sur la chaise à dossier droit placée à côté de la table du salon, son visage un masque d'incompréhension et de chagrin, tendant parfois la main pour toucher celle de Mary, comme si le contact physique pouvait d'une manière ou d'une autre inverser le cauchemar qu'était devenu son jour de mariage. Ce fut William qui remarqua le premier quelque chose qui le troubla. Un détail qu'il mentionna à Sarah Hoffman lorsqu'elle vint s'asseoir avec lui pendant la longue nuit. L'observation que les joues de Mary semblaient conserver une légère couleur rosée plutôt que la pâleur cireuse qu'il avait vue sur d'autres corps lors des funérailles de la communauté. Sarah attribua cela à la lumière des bougies et à la conservation naturelle qui se produit parfois dans les heures qui suivent immédiatement la mort. D'autres personnes venues voir le corps remarquèrent discrètement entre elles une chaleur persistante sur la peau de Mary lorsqu'elle touchait sa main en guise d'adieu, un phénomène que plusieurs femmes plus âgées expliquèrent comme normal le premier jour, bien que certaines échangèrent des regards inquiets qui suggéraient un malaise qu'elles ne parvenaient pas tout à fait à formuler. Le 14 juin, le cercueil arriva de l'entrepreneur des pompes funèbres de Lancaster, une simple boîte en pin doublée de satin blanc, et le corps de Mary y fut placé pour la dernière exposition qui aurait lieu avant le service funèbre du lendemain matin, ses mains jointes sur sa poitrine en un repos éternel, ou ce que tout le monde croyait être éternel, personne ne se doutant que dans moins de 24 heures, ses mains bougeraient à nouveau. Le 15 juin 1896 se leva avec une humidité oppressante qui pesait sur le comté de Lancaster comme un linceul, le genre d'air matinal épais qui rendait la respiration laborieuse et faisait se plaindre les personnes âgées d'une pression dans la poitrine. À cette heure, la ferme des Kellerman s'agitait déjà des derniers préparatifs pour transporter Mary à l'église luthérienne Saint-Michel pour le service funèbre prévu à 10 heures. La famille avait maintenu sa veillée tout au long des 3 jours, William passant chaque nuit sur la chaise du salon à côté du cercueil, son épuisement visible dans les cernes sombres sous ses yeux et la manière mécanique dont il accomplissait les rituels que le deuil exigeait de lui. Margaret Kellerman, son visage vieilli par le chagrin au point qu'elle semblait avoir vécu des années en ces 3 jours, s'approcha du cercueil pour un dernier adieu privé avant que les hommes ne le scellent pour le transport. Elle raconta plus tard à Sarah Hoffman que quelque chose dans l'apparence de Mary la troublait d'une manière inexplicable. Le sentiment que sa fille ne ressemblait pas au cadavre dont elle s'était occupée lors d'autres veillées, mais plutôt à quelqu'un dans un sommeil profond et paisible. Thomas Brenner et 3 autres hommes de la communauté arrivèrent avec le chariot qui transporterait le cercueil à l'église. Ils soulevèrent la boîte en pin avec une solennité appropriée, la fixant sur le plancher du chariot avec des cordes pour éviter tout mouvement pendant le trajet de 2 miles sur les chemins de campagne défoncés. La procession qui se forma derrière le chariot se déplaça lentement dans la chaleur matinale, la famille immédiate suivant dans son propre véhicule, tandis que d'autres personnes en deuil suivaient à cheval ou à pied, formant une file qui s'étendait sur près d'un quart de mille. Un témoignage du chagrin et du choc de la communauté face à une mort si soudaine et si tragique. Lorsque le chariot arriva à l'église luthérienne Saint-Michel vers 9h15 du matin, les hommes transportèrent soigneusement le cercueil à l'intérieur et le placèrent sur l'estrade en bois qui avait été construite devant l'autel, à l'endroit même où Mary s'était tenue en tant que mariée, exactement 72 heures plus tôt. Le révérend Müller supervisa l'arrangement
avec la grave dignité que sa vocation exigeait, bien que plusieurs témoins se souvinrent plus tard qu'il s'arrêta pendant ses préparatifs et fixa le cercueil avec une expression qui suggérait un profond malaise. L'église commença à se remplir de personnes en deuil bien avant l'heure prévue du service. Les bancs étaient bondés de membres de la communauté luthérienne et de curieux des cantons voisins qui avaient entendu parler de la mariée décédée le jour de son mariage. Leur conversation chuchotée créait un murmure sourd qui emplissait l'église d'un son qui semblait en quelque sorte déplacé, discordant avec la solennité de l'occasion. Johann Kellermann prit la décision d'ouvrir le cercueil une dernière fois avant le début du service, permettant à ceux qui le souhaitaient de présenter leurs derniers respects à sa fille. Une file se forma dans l'allée centrale alors que les gens défilaient devant le cercueil ouvert, beaucoup notant à voix basse entre eux que Mary semblait remarquablement bien conservée pour 3 jours, que sa couleur paraissait presque naturelle, que s'ils n'avaient pas su, ils auraient pensé qu'elle dormait simplement. Des observations qui se propagèrent parmi les personnes en deuil, avec un courant sous-jacent de quelque chose qui ressemblait de plus en plus à de l'effroi, plutôt qu'à un simple chagrin. Le révérend Friedrich Müller se tenait devant l'assemblée à 10h17 du matin, sa Bible ouverte au psaume 23, sa voix assurée alors qu'il commençait l'éloge funèbre qui confierait l'âme de Mary Kellermann à la garde éternelle de Dieu. Il parlait de sa vie de fille fidèle de l'Église et déplorait la tragédie qui avait transformé une célébration de mariage en funérailles en l'espace de 3 jours, quand soudain, dans le silence profond qui suivit son invocation du réconfort du Seigneur pour les affligés, un son émergea de l'avant de l'Église. Un son qui resterait à jamais gravé dans la mémoire de chaque personne présente. Le son fut décrit différemment par différents témoins dans les témoignages qu'ils fourniraient plus tard. Certains parlèrent d'un bruit de grattement, d'autres d'un coup sourd, et plusieurs insistèrent sur le fait que c'était plutôt un gémissement ou une expiration, mais tous s'accordèrent à dire qu'il provenait sans équivoque de l'intérieur du cercueil fermé qui reposait devant l'autel. Le révérend Müller s'arrêta au milieu de sa phrase, son visage blêmissant, tandis qu'il fixait la boîte en pain. Pendant plusieurs secondes, toute l'assemblée resta figée dans un silence si complet que le son, lorsqu'il se fit entendre à nouveau, fut clairement perçu par tout le monde dans l'église. Un mouvement distinct, un déplacement de poids à l'intérieur du cercueil qui fit craquer le bois d'une manière qui fit haleter plusieurs femmes. William Schneider fut le premier à bouger, se jetant de son banc vers le cercueil avec un cri qui tenait à la fois de l'espoir et de la terreur, et Thomas Brenner le suivit de près. Les 2 hommes atteignirent l'estrade alors qu'un autre son se fit entendre, cette fois clairement un gémissement, un son humain de confusion ou de détresse qui anéantit toute possibilité que ce qu'ils entendaient puisse s'expliquer par un tassement du corps ou des processus naturels de décomposition. Le couvercle du cercueil, qui avait été fermé mais pas encore cloué pour l'enterrement, fut arraché par les mains tremblantes de William. Ce qu'il vit à l'intérieur le fit reculer en chancelant avec un cri qui propagea des vagues de panique à travers l'assemblée. Les yeux de Mary Kellermann étaient ouverts. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations superficielles mais indubitables, et sa main bougeait faiblement contre la doublure de satin blanc comme si elle essayait de se redresser. Le docteur Weiss, qui était assis près de l'avant, se précipita avec sa mallette médicale, son visage reflétant une incompréhension absolue, alors qu'il se penchait sur le cercueil pour examiner la femme qu'il avait déclarée morte 72 heures plus tôt. Il témoignerait plus tard que le pouls de Mary, qui était totalement absent le 12 juin, était maintenant présent et mesurable, faible mais régulier, à environ 40 battements par minute. L'église sombra dans le chaos. Des gens se pressèrent vers l'avant pour assister à la scène impossible. D'autres s'enfuirent vers les portes dans une terreur superstitieuse. Plusieurs femmes s'évanouirent sur leurs bancs,
et les cris de joie de Margaret Kellerman se mêlèrent aux bruits de prières et d'exclamations jusqu'à ce que le révérend Müller, reprenant son sang-froid, crie pour rétablir l'ordre et demande à quelqu'un d'apporter de l'eau et des couvertures. Les yeux de Mary, bien couverts, montraient de la confusion et de la désorientation. Ses lèvres bougeaient sans un son, comme si elle essayait de parler. Lorsque le docteur Weiss lui demanda si elle pouvait l'entendre, elle répondit par un faible hochement de tête qui confirma sans l'ombre d'un doute que Mary Kellerman, morte depuis 3 jours et à quelques minutes d'être enterrée, était, d'une manière ou d'une autre, incroyablement en vie. Le docteur Weiss procéda à son 2e examen de Mary Kellerman avec des mains qui tremblaient, malgré ses années de formation médicale, vérifiant chaque signe vital qui avait été absent 3 jours plus tôt et les trouvant tous présents, diminués et faibles, mais indéniablement là. Son pouls filant mais régulier, sa respiration superficielle mais constante, ses pupilles maintenant réactives à la lumière d'une manière qui prouvait que la fonction neurologique était en quelque sorte revenue de l'abîme qu'elle avait occupé depuis le 12 juin. Mary elle-même semblait profondément désorientée, ses yeux parcourant les visages qui l'entouraient avec une expression de confusion et de peur. Lorsque le docteur Weiss lui posa des questions simples sur son identité et sa situation, elle répondit dans un murmure si faible qu'il dut se pencher pour l'entendre confirmer qu'elle était Mary Kellerman, qu'elle se souvenait de sa cérémonie de mariage, mais que tout ce qui s'était passé après avoir prononcé ses vœux n'existait dans sa mémoire que comme des ténèbres, un vide complet là où 3 jours de son existence auraient dû se trouver. Son état physique était gravement affaibli, ses muscles aussi faibles que si elle avait été alitée pendant des semaines plutôt que des jours, sa peau froide au toucher malgré la chaleur de juin, et elle se plaignait d'une soif terrible et de la sensation que son corps lui semblait distant et étrange, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre et qu'elle ne faisait que l'habiter temporairement. La congrégation de l'église luthérienne Saint-Michel peinait à assimiler ce dont elle avait été témoin. Certains interprétèrent la résurrection de Mary comme un miracle divin, un signe de Dieu que la mort elle-même pouvait être inversée par la foi et la prière, tandis que d'autres chuchotaient des théories plus sombres impliquant des forces surnaturelles qui n'avaient pas leur place dans la théologie luthérienne orthodoxe, mais qui semblaient offrir la seule explication à l'impossible. La décision fut prise de transporter immédiatement Mary à la ferme des Kellerman. Elle fut soulevée du cercueil avec un soin extraordinaire, enveloppée dans des couvertures apportées de la sacristie de l'église, et portée jusqu'au chariot dans une scène qui inversait la procession funéraire du matin d'une manière qui parut surréaliste et cauchemardesque à tous ceux qui y participèrent. Dans les jours qui suivirent, le révérend Müller prit la démarche sans précédent de consigner les témoignages détaillés de toutes les personnes présentes à l'église, reconnaissant que ce qui s'était produit devait être documenté avec la même précision que celle que l'Église appliquait aux naissances, aux mariages et aux décès. Ce qui ressortit de ces témoignages fut une remarquable cohérence dans les récits, malgré le chaos et l'émotion du moment, chaque témoin s'accordant sur les faits fondamentaux de ce qu'il avait vu et entendu. Le docteur Weiss, peut-être le plus troublé de tous par l'impossibilité médicale à laquelle il avait participé, rédigea un rapport détaillé de ces 2 examens qu'il soumit à la Société médicale de Pennsylvanie, comparant ses observations du 12 juin, où Mary avait montré tous les signes cliniques de la mort, à ses observations du 15 juin, où ces mêmes signes s'étaient inversés, créant un document qui circulerait parmi les professionnels de la santé pendant des années, comme preuve du peu de choses que même les médecins formés comprenaient sur la frontière entre la vie et la mort dans les dernières années du XIXe siècle. Le docteur Weiss passa des semaines à rechercher dans la littérature médicale pour tenter de comprendre ce qui était arrivé à Mary Kellerman, consultant des textes de sa formation à Heidelberg
et correspondant avec des collègues à Philadelphie et à New York. Il parvint finalement à un diagnostic qui, tout en fournissant un cadre médical aux événements impossibles, ne diminua en rien l'horreur de ce qui avait failli se produire. Sa conclusion révisée était que Mary avait souffert d'un épisode de catalepsie, une affection neurologique rare dans laquelle le corps entre dans un état de rigidité profonde et d'animation suspendue qui imite si fidèlement la mort que même des médecins formés pouvaient être trompés par sa présentation. Dans les états cataleptiques, le tonus musculaire se fige, le métabolisme ralentit à des niveaux presque indécelables, la respiration devient si superficielle qu'elle ne peut être perçue sans les instruments qui n'existaient pas dans la Pennsylvanie rurale en 1896, et le rythme cardiaque diminue à une fréquence si faible que la prise de pouls à la main, principal outil de diagnostic disponible pour le Dr Weiss, ne parvenait pas à le détecter. L'affection était documentée dans la littérature médicale depuis l'Antiquité, avec des cas enregistrés dans toute l'Europe d'individus déclarés morts qui se sont ensuite ranimés, parfois dans leur cercueil, parfois sur des tables de dissection, et occasionnellement, de la manière la plus horrible, après l'enterrement, lorsque des égratignures trouvées à l'intérieur de cercueils exhumés témoignaient de leurs derniers moments désespérés sous terre. L'ère victorienne était particulièrement hantée par la peur de l'enterrement prématuré, une anxiété si répandue que des inventeurs avaient conçu des cercueils de sécurité élaborés, équipés de cloches et de tubes respiratoires. Et la communauté médicale s'était engagée dans des débats animés sur la manière de déterminer la mort de façon définitive, certains médecins préconisant des périodes d'attente avant l'enterrement, tandis que d'autres suggéraient des méthodes de confirmation plus invasives. Ce qui sauva Mary Kellerman fut précisément la tradition luthérienne allemande que sa communauté pratiquait fidèlement. La coutume de maintenir une veillée funèbre hors sol de 3 jours, qui laissa le temps à l'impossible de se révéler avant qu'elle ne soit confiée à la terre. Si elle avait été enterrée selon les calendriers accélérés que le temps chaud exigeait parfois, ou si sa famille n'avait pas adhéré si strictement aux pratiques traditionnelles, Mary se serait réveillée à 6 pieds sous terre dans un cercueil scellé, sa résurrection devenant non pas un miracle, mais une horreur au-delà de l'imagination. L'explication du Dr Weiss apporta une crédibilité scientifique aux événements de l'église Saint-Michel, transformant le surnaturel en médical. Pourtant, son rapport reconnaissait avec une honnêteté remarquable les limites des capacités de diagnostic des années 1890 et la réalité terrifiante que les médecins de son époque opéraient avec des outils et des connaissances insuffisants pour distinguer définitivement entre certaines conditions rares et la mort réelle. Le cas de Mary Kellerman se dressait comme une preuve flagrante que la ligne entre la vie et la mort, que la médecine prétendait comprendre et marquer avec certitude, était bien plus ambiguë et périlleuse que quiconque ne voulait l'admettre. Mary Kellerman vécut 38 ans après son réveil dans l'église luthérienne Saint-Michel, mourant de cause naturelle en 1934 à l'âge de 61 ans. Elle eut 4 enfants avec William Schneider et devint une grand-mère dont la fin de vie ne portait aucune indication extérieure de l'horreur médicale qu'elle avait survécue, bien que ceux qui la connaissaient bien rapportèrent qu'elle conservait une peur profonde du sommeil et une insistance obsessionnelle pour que sa propre mort éventuelle soit vérifiée au-delà de toute possibilité d'erreur. Les événements de juin 1896 transformèrent les pratiques funéraires dans les communautés luthériennes allemandes du comté de Lancaster, les familles exigeant des périodes de veillée prolongées et certaines demandant même que de petites cloches soient attachées aux mains de leurs parents décédés par précaution contre l'inhumation prématurée. Le Dr Weiss devint un défenseur de protocoles de vérification de la mort plus rigoureux, correspondant avec des sociétés médicales sur la nécessité de multiples examens avant de procéder à l'enterrement.
La documentation entourant le cas de Mary Kellerman est toujours conservée aux archives de l'État de Pennsylvanie, y compris le certificat de décès original signé par le Dr Weiss le 12 juin 1896, le rapport médical modifié qu'il déposa après sa résurrection, les témoignages détaillés recueillis par le révérend Müller auprès des membres de l'Église qui ont assisté à son réveil, et les registres de l'Église qui notent à la fois son mariage et ses funérailles sur la même page, dans une juxtaposition qui capture l'horreur condensée de ces 3 jours. La compréhension médicale moderne suggère que Mary a probablement souffert d'un grave épisode cataleptique, peut-être déclenché par le stress et l'excitation du jour de son mariage, une condition qui serait mieux diagnostiquée aujourd'hui avec un suivi par EEG et d'autres technologies capables de détecter une activité cérébrale imperceptible à l'examen physique, bien que même la médecine contemporaine reconnaisse que certains états de suppression métabolique profonde peuvent remettre en question notre capacité à prononcer la mort de manière définitive. Ce cas demeure un rappel de la peur la plus ancienne et la plus primaire de l'humanité. La terreur d'être enterré vivant, une anxiété qui a consumé la société victorienne et se manifeste différemment, mais non moins puissamment, dans notre peur moderne, d'être déclaré mort prématurément ou de voir le maintien des fonctions vitales interrompu, alors qu'une étincelle de conscience subsiste. Ce qui rend l'histoire de Mary Kellerman particulièrement significative n'est pas seulement le mystère médical qu'elle représente, mais la documentation méticuleuse qui prouve qu'il ne s'agissait pas de folklore ou de légende, mais d'un événement attesté et enregistré qui a défié tout ce que la communauté médicale croyait comprendre de la mortalité. Les archives restent disponibles pour consultation aux archives de l'État de Pennsylvanie à Harrisburg. Conservées dans un entrepôt à température contrôlée aux côtés de milliers d'autres documents de l'histoire du comté de Lancaster, une trace écrite qui témoigne du jour où une mariée assista à ses propres funérailles et survécut pour raconter une histoire qui nous rappelle à quel point la frontière entre la vie et la mort reste mince et incertaine.